Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Ici Adnan Benchakroun, votre chroniqueur au micro de l'ODJ Média. Permettez-moi de partager avec vous dans cette vidéo le dialogue avec un ami anthropologue marocain. La rencontre a lieu à Rabat, dans un espace calme, presque volontairement en retrait du bruit du monde. L'anthropologue marocain qui me reçoit travaille depuis des années sur les transformations du temps social, de la mémoire collective et des formes contemporaines de projection. Il refuse les diagnostics spectaculaires, mais reconnaît une inquiétude diffuse. Quelque chose s'est déplacé dans notre manière d'habiter le temps. La question n'est plus seulement celle du progrès ou du retard, mais celle de la durée. Pourquoi planifions-nous moins loin? Pourquoi l'innovation semble-t-elle avoir remplacé la construction? Et que dit cette mutation de nos sociétés, au Maroc comme ailleurs? Cher professeur, la question du temps est centrale en anthropologie. Toutes les sociétés organisent leur rapport au passé, au présent et au futur selon des logiques culturelles, religieuses, économiques. Or, depuis 2 décennies, un sentiment largement partagé traverse les sociétés contemporaines, celui d'une accélération permanente. Crise financière, pandémie, guerre, bouleversements climatiques et technologiques semblent avoir compressé le futur, le rendant à la fois incertain et anxiogène. Certains y voient une simple réaction rationnelle à l'instabilité. D'autres parlent d'un basculement plus profond, presque civilisationnel. Poser cette question, c'est chercher à distinguer ce qui relève de l'adaptation pragmatique et ce qui traduit une transformation durable de notre manière de penser la durée, la transmission et le projet collectif. Alors ma première question, professeur, assiste-t-on à une transformation anthropologique profonde de notre rapport au temps ou simplement à une adaptation conjoncturelle aux crises successives? Oui, cher ami, nous sommes clairement face à une transformation anthropologique, même si elle s'est accélérée sous l'effet des crises récentes. L'erreur serait de croire que le rapport au temps est un simple paramètre technique. En réalité, il structure la manière dont une société se pense elle-même. Dans les sociétés marocaines traditionnelles, le temps était à la fois cyclique et cumulatif. Les saisons agricoles, les fêtes religieuses, la filiation, l'honneur, la baraka. Le futur était envisagé comme une continuité du passé, jamais comme une rupture radicale. Aujourd'hui, ce schéma est profondément ébranlé. Le futur n'est plus une promesse, mais une zone de risque. On ne se projette plus pour transmettre, mais pour s'adapter. Cette mutation est visible dans les comportements individuels. Carrière discontinue, projets réversibles, engagement provisoire, mais aussi dans l'action publique. Les politiques de long terme existent encore dans le discours, mais leur crédibilité est affaiblie par l'imprévisibilité permanente. Ce n'est donc pas une simple adaptation conjoncturelle, c'est un changement de régime temporel. Le temps long n'a pas disparu, mais il a perdu son statut de référence dominante. Il est remplacé par un présent étendu, où l'essentiel est de rester mobile, flexible, réactif. Anthropologiquement, cela produit des individus moins enracinés dans la durée, mais plus attentifs aux signaux immédiats de leur environnement. Très bien, mais l'idée d'un effondrement du long terme est devenue un lieu commun du débat public. On affirme que les États, les entreprises et même les individus auraient renoncé à penser au-delà de quelques années. Mais cette affirmation mérite d'être interrogée. Les sociétés n'ont-elles pas toujours ajusté leurs horizons selon les contextes? La planification à long terme n'était-elle pas elle-même liée à des périodes de stabilité exceptionnelles? En posant cette question, il s'agit de dépasser le slogan pour examiner concrètement comment se prennent aujourd'hui les décisions, quels sont les cadres temporels dominants et ce qu'ils révèlent de notre rapport collectif à l'avenir. Ma question est donc, le raccourcissement des horizons de planification, souvent résumé par la formule de 30 ans à 3 ans, correspond-il à une réalité mesurable ou à une exagération médiatique? La formule est volontairement simplificatrice, mais elle repose sur des observations solides. Si l'on examine les stratégies publiques, économiques et sociales, on constate un net raccourcissement des horizons effectifs de décision. Certes, les documents stratégiques à 2030 ou 2050 existent toujours, y compris au Maroc. Mais leur fonction est souvent déclarative. Les décisions structurantes, elles, sont prises sur des cycles courts, dictés par les contraintes budgétaires, politiques ou technologiques. Prenons l'exemple des entreprises. Autrefois, certaines investissaient sur plusieurs décennies, construisant des écosystèmes industriels durables. Aujourd'hui, la logique dominante est celle du retour rapide sur investissement et de l'adaptabilité.
Cela ne signifie pas absence de vision, mais priorité donnée à la survie dans un environnement instable. Chez les individus, le phénomène est encore plus visible. Les jeunes générations planifient moins en termes de trajectoire linéaire que d'opportunités successives. Ce n'est pas de l'inconséquence, mais une rationalité adaptée à un monde où les règles changent vite. Le problème surgit lorsque cette logique court-termiste devient hégémonique et empêche toute accumulation lente, qu'elle soit économique, sociale ou symbolique. Je voudrais rebondir sur les fameux TIC. Les technologies numériques sont souvent désignées comme responsables principales de l'attention fragmentée, de l'instantanéité et de la perte de profondeur. Réseaux sociaux, notifications, algorithmes semblent imposer un rythme incompatible avec la réflexion longue. Mais cette explication technocentrée peut être réductrice. La technologie façonne-t-elle nos comportements ou ne fait-elle qu'amplifier des tendances déjà présentes ? Interroger son rôle permet d'éviter à la fois le discours technophobe et l'angélisme technologique. Alors, quel rôle joue la technologie numérique dans cette accélération du temps et cette domination du court terme ? La technologie n'est ni la cause unique, ni un simple outil neutre. Elle agit comme un amplificateur de dynamiques sociales préexistantes. Les plateformes numériques valorisent la réactivité, la visibilité immédiate et la nouveauté permanente. Elles transforment le temps en flux continu, où l'obsolescence est rapide et programmée. Cependant, ces technologies se sont imposées parce qu'elles répondaient à une demande sociale, celle de gagner du temps, de rester connecté, de ne pas être exclu. Le problème est que ce gain de temps apparent se traduit souvent par une perte de profondeur. L'information circule plus vite, mais elle est moins hiérarchisée. La mémoire est externalisée mais rarement intériorisée. Au Maroc, cela se manifeste par une hybridation frappante. Une société encore profondément attachée à la parole longue, religieuse, familiale, symbolique, mais immergée dans des dispositifs qui fragmentent l'attention. La technologie ne détruit pas la durée, mais elle la rend plus difficile à habiter sans effort conscient. Professeur, l'idée selon laquelle les jeunes n'auraient plus que quelques secondes d'attention est devenue un argument omniprésent dans les médias, l'éducation et le débat public. Elle alimente un discours de déclin générationnel qui oppose souvent les anciens concentrés aux jeunes dispersés. Mais ce type de narration a toujours accompagné les mutations culturelles. Il est donc essentiel de distinguer les faits scientifiques des interprétations anxiogènes et de comprendre ce que signifie réellement l'attention dans un environnement saturé de stimuli. Ma question est simple. Les études affirmant une chute drastique de la capacité d'attention chez les jeunes générations sont-elles scientifiquement fondées ou relèvent-elles du mythe contemporain ? Ces études sont souvent mal interprétées, parfois même mal citées. Il n'existe pas de preuve solide d'un effondrement global de la capacité d'attention humaine. Ce que montrent les recherches contemporaines, c'est une transformation des modes attentionnels. L'attention continue, longue et imposée recule tandis que l'attention sélective, fragmentée et volontaire progresse. Les jeunes peuvent sembler distraits dans un cadre scolaire classique, mais ils sont capables d'une concentration intense dans des contextes qu'ils jugent pertinents. Jeux complexes, création de contenu, apprentissage autonome. L'erreur consiste à mesurer leur attention avec des outils conçus pour un autre régime culturel. Anthropologiquement, il ne s'agit pas d'un déficit, mais d'une adaptation cognitive à un environnement dense en informations. Le risque réel n'est pas l'inattention, mais l'absence de cadres éducatifs et sociaux capables d'enseigner la hiérarchisation, la lenteur choisie et la profondeur volontaire. Professeur, le discours public sur l'époque actuelle est souvent traversé par une inquiétude diffuse, celle d'un niveau qui baisse, d'une pensée qui se simplifie, d'un rapport au monde devenu superficiel. Cette inquiétude n'est pas nouvelle dans l'histoire, mais elle prend aujourd'hui une forme particulière, nourrie par la vitesse de circulation de l'information et la domination de formats courts. La question mérite d'être posée avec rigueur, car elle engage des choix éducatifs, culturels et politiques majeurs. Parler d'appauvrissement cognitif suppose qu'il existe un étalon stable de l'intelligence et de la compréhension. Or, l'anthropologie nous enseigne que les formes de rationalité évoluent avec les environnements matériels et symboliques. Interroger cette supposée régression permet donc de distinguer la nostalgie d'un ancien ordre cognitif d'une véritable dégradation des capacités humaines. Aussi, peut-on parler d'un appauvrissement cognitif collectif ou assistons-nous plutôt à une reconfiguration des formes d'intelligence et de compréhension du monde ?
Parler d'appauvrissement cognitif collectif est à mon sens une erreur de diagnostic. Ce que nous observons relève bien davantage d'une reconfiguration profonde des formes d'intelligence que d'un déclin. L'intelligence humaine n'est pas un bloc homogène. Elle est multiple, contextuelle et historiquement située. Les sociétés orales valorisaient la mémoire longue et la répétition. Les sociétés de l'écrit ont privilégié l'abstraction et la linéarité. Les sociétés numériques, elles, favorisent la navigation, l'association rapide, la capacité à traiter des flux complexes. Ce qui donne l'impression d'un appauvrissement, c'est le décalage entre les compétences valorisées par les institutions, écoles, administrations, médias traditionnels et celles mobilisées dans la vie quotidienne contemporaine. Un jeune peut avoir des difficultés à soutenir une lecture académique longue, tout en étant capable de gérer simultanément plusieurs systèmes d'information, de créer des contenus complexes ou de comprendre des logiques algorithmiques implicites. Le danger réel n'est donc pas la perte d'intelligence, mais la fracture cognitive. Certaines formes d'intelligence sont reconnues, légitimées et récompensées, tandis que d'autres restent invisibles ou dévalorisées. Au Maroc, cette fracture est accentuée par les inégalités d'accès à l'éducation de qualité et aux outils numériques. L'enjeu n'est pas de revenir à un âge d'or cognitif imaginaire, mais de repenser les cadres de transmission pour articuler profondeur, esprit critique et agilité intellectuelle. Professeur, on me parle souvent Alzheimer culturel. Cette expression frappe par sa force symbolique. Elle suggère une perte de mémoire collective, un oubli du passé, une incapacité à transmettre. Mais l'usage de métaphores médicales pour décrire des phénomènes sociaux est toujours délicat. Elles peuvent éclairer, mais aussi brouiller l'analyse en pathologisant des mutations structurelles. Dans un monde où les archives, les données et les traces du passé n'ont jamais été aussi abondantes, parler d'amnésie peut sembler paradoxal. Cette question vise donc à tester la validité conceptuelle de cette formule et à comprendre ce qu'elle révèle au-delà de l'effet rhétorique. Alors si le concept d'Alzheimer culturel est souvent invoqué pour décrire cette époque, s'agit-il d'un outil analytique pertinent ou d'une métaphore excessivement dramatique ? L'expression Alzheimer culturel est efficace médiatiquement, mais fragile scientifiquement. Elle confond deux phénomènes distincts, la perte de mémoire et la perte de sens. Or, nos sociétés ne souffrent pas d'un déficit de mémoire. Elles en produisent une quantité inédite. Jamais le passé n'a été aussi documenté, archivé, numérisé, commémoré. Le problème n'est pas l'oubli, mais la saturation mémorielle. Ce que nous vivons, c'est une crise de la hiérarchisation du passé. Tout est conservé, mais peu de choses sont transmises de manière structurante. La mémoire collective n'est plus organisée autour de récits partagés et stabilisés, mais autour de fragments, souvent mobilisés à des fins identitaires, politiques ou émotionnelles. Le passé devient un réservoir d'images et de symboles plus qu'un socle de compréhension. Au Maroc, cette dynamique est particulièrement visible dans le rapport à l'histoire récente. Certains événements sont constamment réactivés, parfois instrumentalisés, tandis que d'autres sombrent dans l'indifférence. Ce n'est pas un oubli pathologique, mais une mémoire sous tension, disputée, concurrentielle. Parler d'Alzheimer culturel masque donc l'essentiel. La difficulté contemporaine à inscrire la mémoire dans la durée et à lui donner une fonction orientée vers l'avenir. Nous ne perdons pas la mémoire, nous perdons la capacité collective à en faire un levier de projection. Professeur, revenons chez nous. Le Maroc occupe une position singulière. Société de tradition longue, fortement structurée par la transmission familiale, religieuse et symbolique, mais engagée dans une modernisation rapide et souvent importée. Cette situation en fait un terrain privilégié pour observer les tensions entre temporalités. Poser cette question permet de sortir d'une analyse abstraite et de saisir comment ces transformations se traduisent dans les pratiques quotidiennes, les aspirations et les contradictions sociales. Alors, comment ces mutations du temps et de la mémoire se manifestent-elles concrètement dans la société marocaine ? Au Maroc, ces mutations se manifestent par une superposition de temporalités parfois contradictoires. D'un côté, la famille, la religion et certaines formes de sociabilité continuent d'inscrire les individus dans une durée longue. Le respect des anciens, la mémoire généalogique, les rituels religieux créent une continuité symbolique forte. De l'autre, l'économie, les médias et les technologies imposent un rythme rapide, orienté vers l'instant et la visibilité. Cette tension est particulièrement perceptible chez les jeunes. Ils héritent d'un discours valorisant la patience, l'effort et la stabilité, tout en évoluant dans un environnement qui récompense la rapidité, l'adaptabilité et parfois l'improvisation. Il en résulte une forme de dissonance,
des attentes longues dans un monde court-termiste. Dans les villes, cette dynamique se traduit par des trajectoires fragmentées, études prolongées, emplois précaires, projets migratoires intermittents. Dans les zones rurales, elle prend la forme d'un décalage entre des rythmes de vie traditionnels et des aspirations façonnées par l'imaginaire numérique. Le Maroc n'est donc ni en retard ni en avance, il est traversé par des temporalités concurrentes qui cohabitent sans toujours se comprendre. Professeur, face à ces mutations rapides, le terme de crise identitaire est souvent invoqué. Il suggère une perte de repères, une désorientation profonde. Pourtant, l'anthropologie a montré que les identités ne sont jamais figées. Elles se recomposent en permanence. La question est donc de savoir si nous assistons à une fragilisation dangereuse des identités ou à l'émergence de formes plus flexibles, adaptées à un monde complexe et instable. Cette tension permanente entre héritage et accélération produit-elle une crise identitaire ou une nouvelle forme de plasticité identitaire? Je parlerai moins de crise identitaire que d'instabilité identitaire structurelle. Les identités contemporaines ne s'effondrent pas, elles se négocient en permanence. Un individu peut mobiliser différents registres identitaires selon les contextes, familial, professionnel, religieux, numérique. Cette plasticité peut être une richesse, mais elle a un coût psychique et social. Au Maroc, cette instabilité est accentuée par les écarts entre normes déclarées et pratiques réelles. On affirme des valeurs de continuité tout en vivant des ruptures quotidiennes. Cette dissonance peut produire de l'anxiété, surtout lorsqu'elle n'est pas accompagnée par des institutions capables de fournir des repères clairs. Cependant, il serait réducteur d'y voir uniquement un danger. Cette plasticité identitaire permet aussi des formes inédites de créativité sociale, de réinvention culturelle et de circulation entre mondes symboliques. Le véritable risque n'est pas la multiplicité des identités, mais l'absence de cadre permettant de les articuler sans conflit. Professeur, vous le savez certainement, le mot innovation est devenu omniprésent dans le discours politique, économique et culturel. Il est présenté comme une vertu en soi, une preuve de modernité et d'adaptation. À l'inverse, la notion de construction, lente, cumulative, institutionnelle, semble reléguée à un imaginaire dépassé. Cette évolution pose une question fondamentale. Assistons-nous à un simple changement de vocabulaire ou à une transformation plus profonde de notre manière d'agir collectivement? Interroger cette substitution permet de comprendre si nos sociétés privilégient désormais l'action immédiate au détriment de la durée, et ce que cela implique en termes de stabilité sociale et de transmission. Il est donc légitime que je vous pose cette question. L'innovation permanente est-elle en train de se substituer à la construction durable dans nos sociétés, et que révèle ce déplacement du point de vue anthropologique? Du point de vue anthropologique, l'opposition entre innovation et construction est révélatrice d'un changement de rapport au risque et à la durée. Construire suppose de croire en la stabilité minimale du monde, des règles relativement constantes, des institutions durables, une continuité générationnelle. Innover, en revanche, permet d'agir sans présupposer cette stabilité. C'est une réponse rationnelle à un environnement perçu comme incertain. Dans les sociétés contemporaines, l'innovation est valorisée parce qu'elle promet une adaptation rapide. Mais cette valorisation tend à masquer ses limites. L'innovation produit du mouvement, pas nécessairement de la solidité. Elle génère des solutions ponctuelles, souvent réversibles, là où la construction visait l'irréversibilité. Écoles, infrastructures, cadre juridique durable. Au Maroc, cette logique est visible dans de nombreux secteurs. On multiplie les projets pilotes, les initiatives expérimentales, les annonces ambitieuses, mais la consolidation institutionnelle suit difficilement. Le problème n'est pas l'innovation en soi, mais son usage comme substitut à la construction. Anthropologiquement, une société qui innove sans construire risque de produire de l'agitation plutôt que de la transformation durable. Professeur, le concept de présentisme est de plus en plus mobilisé pour décrire une époque où le présent domine écrasantement le passé et le futur. Le passé est convoqué comme symbole ou décor, le futur comme menace ou promesse abstraite, mais le présent devient l'unique horizon de décision. Cette configuration temporelle interroge la capacité des sociétés à se projeter collectivement, à transmettre et à assumer des choix engageant plusieurs générations. La question est donc centrale pour comprendre les fragilités contemporaines. Donc, vivons-nous désormais dans une société du présent perpétuel et quelles en sont les conséquences sociales et politiques? Oui, nous vivons clairement dans un régime de présentisme.
Ce régime ne signifie pas que le passé et le futur ont disparu, mais qu'ils sont subordonnés au présent. Le passé est mobilisé de manière sélective, souvent émotionnelle ou identitaire. Le futur, lui, est évoqué comme une menace à gérer ou une promesse à vendre, rarement comme un espace à construire patiemment. Ce présentisme a des conséquences politiques importantes. Les décisions sont prises pour répondre à l'urgence, à l'opinion immédiate, à la pression médiatique. Les politiques de long terme deviennent difficiles à maintenir, car leurs bénéfices ne sont pas immédiatement visibles. Socialement, cela favorise une culture de l'instant où la gratification rapide est privilégiée au détriment de l'effort différé. Au Maroc, ce présentisme coexiste avec des discours officiels sur le long terme. Mais cette coexistence est fragile. Lorsque les individus ne perçoivent pas de continuité entre le présent et l'avenir, ils tendent à se désengager ou à adopter des stratégies individuelles de survie. Le présent perpétuel devient alors un facteur d'épuisement collectif. Professeur, face à ce diagnostic, une tentation existe, celle de la résignation. Si le monde est devenu trop rapide, trop incertain, à quoi bon défendre le long terme? Pourtant, renoncer à la durée revient à renoncer à toute forme de projet collectif. Poser cette question permet d'examiner les conditions concrètes dans lesquelles le long terme pourrait redevenir pensable et crédible, sans nostalgie ni injonction morale. Professeur, je me pose la question, le long terme peut-il encore être réhabilité ou est-il devenu structurellement incompatible avec nos sociétés contemporaines? Le long terme n'est pas incompatible avec les sociétés contemporaines, mais il est devenu conditionnel. Il ne peut plus reposer sur la seule injonction morale ou idéologique. Pour que les individus acceptent de penser à long terme, ils doivent disposer de conditions matérielles, institutionnelles et symboliques minimales. Cela passe par des institutions fiables, capables de tenir leurs engagements au-delà des alternances politiques. Cela passe aussi par une éducation qui valorise la patience, l'esprit critique et la compréhension des temporalités longues. Enfin, cela suppose une sécurité sociale suffisante pour que le futur ne soit pas perçu comme une menace permanente. Au Maroc, la réhabilitation du long terme dépendra de la capacité à transformer les visions stratégiques en expériences vécues. Le long terme ne se décrète pas dans des documents, il se construit dans la confiance quotidienne. Professeur, ma dernière question est sans doute la plus dérangeante. Elle suggère que le long terme n'est plus un horizon universel, mais un privilège. Dans un monde marqué par les inégalités, certains groupes disposent de la stabilité nécessaire pour se projeter, tandis que d'autres vivent dans l'urgence permanente. Interroger cette fracture temporelle permet de relier la question du temps à celle de la justice sociale. Alors franchement et finalement, qui peut encore se permettre de penser à long terme aujourd'hui et que révèle cette inégalité face à la durée? Aujourd'hui, le long terme est clairement devenu un privilège social. Ceux qui disposent de ressources économiques, d'un capital culturel et d'une protection institutionnelle peuvent se projeter, investir, transmettre. Les autres sont contraints de gérer l'immédiat, parfois au jour le jour. Cette inégalité face au temps est l'une des grandes fractures contemporaines. Elle produit des incompréhensions profondes entre groupes sociaux. Ceux qui vivent dans l'urgence sont souvent accusés d'irresponsabilité ou de court-termisme, alors qu'ils agissent rationnellement dans un environnement instable. Au Maroc comme ailleurs, démocratiser l'accès au long terme est un enjeu majeur. Cela implique de réduire les inégalités, de renforcer les institutions et de restaurer la confiance collective. Sans cela, le futur restera l'apanage de quelques-uns et la société continuera à s'épuiser dans un présent sans horizon. Voilà, comme vous avez pu le constater, ce dialogue ne décrit pas une société malade, mais une société déséquilibrée. Le problème n'est pas la disparition du long terme, mais sa confiscation. Tant que la durée restera un luxe, les discours sur la mémoire, l'innovation ou la responsabilité resteront partiellement creux. L'enjeu n'est donc pas de ralentir le monde, mais de redonner à chacun le droit de se projeter dans le temps. Voilà, c'était votre chroniqueur Adnan Benchakroun au micro de l'ODJ Média. Je tenais absolument à partager avec vous ce débat qui nous concerne tous avec la conviction que mes questions et les réponses de mon ami anthropologie marocain sont là pour ouvrir le débat, même s'ils peuvent être contredits demain ou paraître dépassés après-demain. C'est le jeu du débat, prendre position, quitte à se tromper, pour mieux avancer ensemble. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours avec la même liberté de ton et le même regard critique. À la prochaine, si vous le voulez bien. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube LODJ24 pour ne rien rater. Vous êtes chaque jour plus nombreux à nous suivre
Et c'est ce qui donne tout son sens à cette aventure médiatique.